poètes et d'écrivains qui entourent Rimbaud au XIXe siècle, Michon suggère dans Rimbaud le Fils que leur amertume, leur mélancolie, leur névrose vient d'une absence de filiation, d'une absence de père. Il me paraissait intéressant de partir de ce point-là et de renverser un petit peu la façon dont on pose traditionnellement la question de l'inspiration comme une question des influences. Là, bien plus que des influences peut-être subies, il va s'agir d'abord, dans vos trois livres, Julien Battesti, Simon Berger et Grégory Buchert, d'une quête, d'une recherche de figures ou d'œuvres, ou même de personnes carrément, qui tiennent, qui remplissent cet office de figures, d'œuvres, etc., admirées ou servant d'inspiration. Il me semble que c'est ce mouvement-là, ce mouvement de la quête, et tout ce que ça suppose ensuite, sinon de désillusion, de nécessité d'affranchissement, ou au contraire de fusion, que ça engendre. Donc voilà, il me semblait que ça pouvait être un bon point de départ, cette idée de quête. Et cette idée de quête me renvoie, et je commencerai par vous, Simon Berger, à votre livre Laisse aller ton serviteur, donc paru chez Corti. Alors il s'agit effectivement d'une quête ou même d'un pèlerinage, pourrait-on dire. Celui, pas n'importe quel pèlerin, puisque on est Johann Sebastian Bach. C'est Bach, donc Bach est encore un organiste qui suit une petite routine dans un monde allemand gentiment confit dans une dévotion bourgeoise. Et Bach tombe un beau jour sur une révélation, et j'emploie révélation quasiment avec une majuscule. On aura l'occasion de discuter de l'arrière-plan peut-être mystique, chrétien qu'il y a derrière. Une révélation, c'est une partition de Buxtehude. Et devant cette révélation, après une nuit d'extase, enfin une journée d'études, une nuit d'extase, Bach décide de prendre la route et de se rendre à Leipzig pour rencontrer Buxtehude. Pèlerinage, disais-je, puisqu'il s'agit à la fois de cette rencontre, de la rencontre de celui qui est l'auteur, le créateur, à partie égale avec celui qui l'a inspiré, qui est l'auteur, le créateur de cette partition, mais aussi pèlerinage, parce que, contrairement peut-être à ce que je viens de dire jusque-là, votre style n'est pas uniquement un style extatique ou un style apocalyptique au sens étymologique du terme, il y a aussi quasiment comme chez un Chaucer, une description des rencontres au jour le jour. Bach se fait voler sa partition par un voleur d'ailleurs très très drôle. Et c'est ce mélange, cette harmonie, pour employer un terme musical, qui donne au livre une grande partie de sa force et de sa saveur. Et c'est évidemment aussi une question, une occasion d'étudier tous les rapports qu'il peut y avoir entre un homme et une œuvre admirée, entre l'incrédulité que peut susciter cette œuvre et puis cette rencontre avec un créateur. Donc voilà, grosso modo, à très très gros traits. Grégory Buchert, alors on est aussi dans une quête d'une figure artistique. Alors en l'occurrence, il s'agit d'un peintre, Sam Safran. Alors le Grégory Buchert, qui est le personnage, qui est aussi l'auteur, mais qui n'est pas l'auteur, parce qu'on sait que personnage et auteur, toujours un petit décalage. Ce Grégory Buchert est en résidence à Malakoff. Il se trouve que Malakoff, heureuse coïncidence, est aussi le lieu de résidence de Sam Safran. Grégory Buchert part donc à la recherche de Sam Safran et dans un livre qui mêle à la fois l'écriture romanesque, les images, des méditations artistiques et un corpus de référence. Je m'excuse pour le terme corpus de référence, qui ne correspond pas à votre pratique de la lecture, mais qui est au moins un moyen de dire peut-être très lapidairement, un corpus de références littéraires très nombreuses, qui vont de Kafka à Pérec en passant par Goncharov. Dans cette espèce de mélange, de grands glissements, le livre construit peu à peu le récit d'une rencontre d'abord fantasmée, mais effective et éphémère avec Sam Safran. Et surtout, en dessous, le livre écrit autre chose, en pointillé, un peu comme la lettre au père de Kafka, une lettre au père absent, car parti tôt, trop tôt, du personnage principal, narrateur et auteur. Voilà donc très rapidement décrit.
Et enfin, donc Julien Battesti. Alors Julien Battesti pour votre livre, donc l'imitation de Bartleby à l'infini chez Gallimard. Oui, je précise que le livre de Grégory Buchert est chez Vertical, Malakoff. Julien Battesti, alors l'imitation de Bartleby. Le personnage principal donc est un étudiant en théologie, en théologie qui est, employons un mot un peu à la mode, confiné dans son propre corps, confiné dans son appartement, et qui va découvrir l'œuvre, ou plus exactement la mort, qu'il va découvrir donc sur le net, de Michel Causse. Michel Causse, traductrice, écrivaine, grande théoricienne du féminisme. Et derrière Michel Causse, il va y avoir une autre ombre, c'est le cas de dire. L'ombre qui donne son titre au livre, c'est l'ombre de Bartleby, le personnage de Melville. Et le livre va être une quête, une recherche à plusieurs étages, une recherche de Michel Causse qui va emmener le personnage en Suisse, au lieu où Michel Causse a choisi de mourir par euthanasie, mais aussi une recherche de l'influence que peut exercer cette figure étrange sur laquelle on reviendra, cette figure qui a tant fait gloser de Bartleby. Un livre donc qui est effectivement nourri de littérature, un livre qui est aussi un livre qui explore des chemins de traverse, des chemins qui pourraient ne mener nulle part, pour paraphraser quelqu'un de connu, un livre qui s'interroge sur ce qu'est l'exégèse, l'interprétation. Voilà donc grosso modo là encore un très grand trait. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être vous laisser parler à votre tour, et en commençant peut-être par première approche, une première façon d'approcher cette notion d'admiration, d'inspiration. Les figures que vous avez choisies, tous les trois, sont des figures qui sont plus ou moins paradoxales, plus ou moins contradictoires, hein. Alors, Grégory Buchert, je vais commencer par vous. Et j'ai parlé donc tout à l'heure de Sam Safran, le grand peintre, mais il y a une autre figure dont la présence, me semble-t-il, est massive, aussi tutélaire que massive dans votre livre. C'est celle d'un héros de la littérature russe, c'est celle d'Oblomov, le personnage titre du roman de Goncharov. Et moi, je me suis posé une question. Oblomov, c'est un petit peu le Bartleby russe. C'est le personnage qui préférerait ne pas, ou carrément ne préfère ne pas, ou qui ne pas tout court d'ailleurs. C'est le personnage qui reste dans son canapé, qui n'agit pas, ou alors qui agit par la seule force de son inertie. Et je me posais une première question. Pourquoi avoir fait d'un personnage comme Oblomov, un personnage qui a priori devrait décourager toute création, toute action, pourquoi en avoir fait ainsi une figure tutélaire? Est-ce peut-être parce que ce Oblomov serait une représentation, une figure de l'artiste contemporain dont on sait, on nous l'a assez claironné, que comme l'auteur, il est peut-être mort, ou comme Duchamp par exemple, il ne crée quasiment plus ce qu'on t'entend de signer ça. Ben, moi, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est une figure qui traduisait bien le moment de crise, de créativité dans lequel se trouve le personnage, le narrateur de Malakoff, Grégor. Euh, et donc, en effet, je pense qu'il voit en Oblomov, lui qui se pose la question de l'utilité de continuer à poursuivre une production artistique. Euh, il voit en Oblomov peut-être plutôt une façon d'habiter le monde sans nécessairement avoir à faire quelque chose. Et c'est un peu cette façon, donc il est en résidence dans ce centre d'art, et je pense qu'il est... voilà, il se dit ça finalement, le White Cube, le centre d'art, c'est un lieu dans lequel il n'a plus envie d'exposer ses productions, mais c'est un lieu qu'il a envie de hanter simplement de sa présence. Et, et la figure d'Oblomov, pour ça, la façon dont il lui-même hante et habite son propre intérieur, correspondait bien à l'état mental du narrateur.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, entre autres choses, le moment où apparaît Oblomov, c'est une façon d'illustrer, en citant le texte, c'est une façon d'illustrer la notion de Heimat, de patrie perdue. Alors, je rappelle rapidement le contexte. Oblomov rêvait de partir, d'aller voir l'Italie, d'aller voir les grandes œuvres d'art, bref, de faire le grand tour, comme on disait à l'époque. Et il se dit, mais voilà, est-ce que je suis condamné à rester dans mon canapé, condamné à rêver seulement de ce que j'aurais pu voir? Et il me semble aussi que ce qui motive tout votre livre, ce qui motive aussi ses admirations, ses inspirations, c'est quelque chose qui finalement, par essence, est introuvable, irrepêchable, comme aurait dit Gide. C'est Heimat, cette nostalgie d'un pays perdu, fantasmé, imaginaire. Ouais, tout à fait. Bah, il y a deux mouvements presque chez Oblomov parce que il y a cette amitié, son meilleur ami Stolz, qui vient lui rappeler les rêves d'enfance et de voyage effectivement à travers l'Europe qui nourrissait à deux étant plus jeune. Donc il y a cet appel comme ça d'un horizon, mais il y a aussi l'appel de ce qui le rattache à sa terre natale, à l'Oblomovka, dans laquelle aussi pendant tout le roman il nourrit le projet d'y retourner. Et il l'abandonne parce qu'au fond, il sait que l'Oblomovka, en réalité, n'aura jamais la force qu'elle peut avoir dans son souvenir, quoi. Et ça rejoint beaucoup la quête du personnage de Grégor qui, au travers de cette ville de banlieue parisienne, Malakoff, il cherche à essayer de faire réaffleurer une sorte de Russie fantasmatique à l'intérieur de cette banlieue. Et donc, en effet, quand Oblomov se demande s'il doit passer toute sa vie à voir des myrtes et des cyprès pousser dans les serres et à ne voir que des reproductions des grandes statues de l'Antiquité, etc. Il y a cette idée que le personnage lui aussi se pose. Est-ce que, au fond, est-ce que ce Malakoff, ce bout de Russie fantasmatique me suffit ou est-ce que c'est comme ça, c'est un personnage assez velléitaire qui au fond se contente de l'imitation, du pastiche, puisque à Malakoff, il a existé pendant une dizaine d'années à la fin du 19e siècle, donc un grand parc d'attractions qui reproduisait disons, la ville de Sébastopol et les ruines de cette ville après la guerre de Crimée. Et donc il se demande si voilà, est-ce qu'il fait un choix entre le fantasme d'un lieu, son pastiche, le lieu réel. Il est un peu dans ce mouvement d'indécision dans son voyage, quoi. Ah oui, effectivement, ça c'est une des dimensions de votre livre également, c'est le faux, le pastiche, la copie, qui renvoie à une origine. Cette origine-là, qui est un peu la source, le moteur de l'inspiration, de l'influence, c'est une origine qui est de toute façon perdue, irrécupérable, et ça me renvoie donc à votre livre, Julien Battesti, et à la figure donc de Bartleby. Donc Bartleby, c'est donc rapidement la nouvelle de Melville, et c'est ce personnage qui se retire de la vie, qui se retire de l'action. Enfin, et la question que j'aurais aimé vous poser, c'est que Bartleby est devenu une espèce de figure quasiment totémique d'une modernité de la négation. Enfin, et est-ce que vous l'avez choisi pour peut-être pour ce qu'il peut représenter, pour ce qu'il peut incarner de cette modernité négative là. Enfin, Disons que je ne l'avais pas choisi directement. Il m'a été imposé par le télescopage avec l'histoire de Michel Causse. hmm. Et donc cette espèce de frottement entre les deux histoires a été pour moi comme une sorte de possibilité d'écriture et qui s'est ouverte. Et comme je pouvais écrire à ce moment-là, et donc j'avais pensé qu'il fallait que j'écrive à partir de ma propre situation. Alors, comme ma situation, c'était d'être à cette époque, de passer beaucoup de temps allongé par terre à cause de problèmes de dos, j'ai commencé mon livre comme ça avec un narrateur immobile, dont la situation est elle-même vide, comme peut l'être l'existence de Bartleby, qui est en effet un cousin d'Oblomov.
y a même un personnage à l'intérieur que j'aime beaucoup, presque au début d'Oblomov. Il y a un personnage qui vient rendre visite à Oblomov et dont Goncharov écrit 2 pages sur lui pour dire qu'il n'y a rien à en dire. C'est un passage très drôle et où un personnage qui absorbe tous les adjectifs comme une espèce de trou noir. Et c'est à partir de cette situation que j'ai écrit et que j'ai commencé ce déchiffrement. Alors cette idée de trou noir que vous venez d'évoquer, elle me paraît aussi essentielle dans votre propre livre, puisqu'il y a tout un passage sur lequel vous proposez le narrateur propose une exégèse de Bartleby, qui voit du Moïse dans Bartleby. Je laisse au lecteur découvrir eux-mêmes cette exégèse, d'ailleurs virtuose. Et, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que au bout d'un moment, le personnage, le narrateur se dit finalement, mieux valait laisser le scribe dans son mystère que d'y projeter une lumière grossière, etc., etc. Et je me disais, ce trou noir que vous venez d'évoquer, cette résistance qu'offre Bartleby finalement à toute interprétation, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait partie de l'attrait de Bartleby ? Oui, il correspond sûrement à une disposition philosophique de, pour, pour la totalisation impossible, peut-être, pour l'absence de sens. Oui, le fait finalement d'abandonner en cours de route l'exégèse, en tout cas de la dépasser, c'est-à-dire que bien que le livre soit assez court, l'interprétation est à la fois au cœur du livre parce qu'elle est au milieu et en même temps, parce qu'elle est au milieu, elle n'est qu'un moment. Alors, elle n'est qu'un appui, une façon de cartographier quelque chose qui pourrait avoir lieu dans l'invisible. Alors cette idée justement d'invisible, cette idée de potentialité, de ce qui pourrait avoir lieu, ça m'amène cette fois à votre livre, Simon Berger. Et ça m'amène une question, une première question. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsque Bach découvre la partition de Buxtehude, non seulement il la voit en tant que musicien, en tant qu'organiste, mais à lire le passage dans lequel il la découvre et il réfléchit, on ne sait plus trop de quoi il parle, on ne sait plus trop s'il parle d'une partition écrite, d'un morceau de musique qu'il entendrait en tant que musicien face à une partition. On ne sait pas non plus s'il parle simplement du dramaturgique du Christ, voire peut-être de la voix même du Christ. Et j'ai eu le sentiment que ce qui faisait la puissance de l'œuvre, la puissance d'évidence de cette œuvre que découvrait Bach, était quelque chose d'absolument indémêlable entre mysticisme, esthétique, etc. Enfin, Oui, oui, exactement. C'est cette expérience-là qu'on peut vivre dans un choc. Et ce serait réducteur de cantonner ce choc à une pure esthétique ou un pur domaine. Je crois que dans ce genre d'expérience, le cloisonnement n'est pas de mise. Et le texte, la surface du texte musical, ce à quoi il a affaire, en effet, là-dedans, tout se mélange, tout est présenté à lui dans une espèce d'évidence hors du temps, où tout d'un coup l'horizontalité chronologique, la flèche du temps, ou bien est infiniment étirée, ou bien au contraire est absolument ramassée vers le haut, dans une espèce d'assomption comme ça de la temporalité, où finalement le contact avec un tel miracle abolit le classement, abolit toute formulation de l'expérience. C'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'exégèse de Bartleby. En fait, ce qu'on voit toujours quand on décortique, c'est que décortiquer, c'est épaissir ce qui nous sépare aussi de la réalité. C'est que tenter d'interpréter, tenter de faire une exégèse, en fait, l'exégèse fait écran. Et au lieu de nous amener à une vérité nue de l'expérience, il semble au contraire en fait que vouloir classer, vouloir analyser, ordonner une expérience que l'on croit
en cela dépouiller de son mystère et donc rendre intelligible. Je crois qu'en fait, bien au contraire, plus on écrit, plus on amasse du texte et plus cette expérience s'épaissit. Donc il y a cette espèce de balancement toujours problématique quand on écrit, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire va épaissir l'expérience et va épaissir et faire écran entre l'expérience et nous. Et une expérience comme l'expérience de la musique a, je trouve, cette supériorité, il faut bien le reconnaître, sur le discours littéraire, c'est que la musique euh, ne se préoccupe pas du sens et ne cherche pas à nous dire plus que ce qu'elle nous donne dans sa matérialité. Et l'expérience musicale qui là, donc, vraiment n'est pas que musicale, en effet, comme vous l'avez dit, et il serait vain de vouloir démêler ce qui relève d'une esthétique, ce qui relève d'une théologie, d'une mystique. Cette expérience-là, elle est une et nue, en cela justement euh, qu'elle est musique, donc qu'elle est au-delà de tout discours, je pense. Alors autant, mais ça serait une autre question, on en parlera peut-être après entre nous, je ne suis pas vraiment d'accord sur la supériorité de la musique, mais ça c'est autre chose. Non, non, la littérature compense par bien d'autres aspects. Merci, je Mais voulais vous non, non, l'entendre mais tout à dire. fait. Mais là-dessus, je crois que la musique a cette espèce d'évidence immédiate et charnelle, corporelle, qui se passe de la médiatisation du sens et qui, en cela, nous frappe. Vous savez, il y a ces magnifiques textes de Quignard sur la musique. On peut pas, les oreilles ne se ferment pas comme les yeux ou comme l'intellect. On peut décider de ne pas comprendre, mais on ne peut pas décider de ne pas entendre la musique. Et il y a dans la musique cette espèce euh, presque de caractère totalitaire, chez Quignard ça va jusque-là, qui fait qu'elle s'impose à nous, et dans une conscience comme celle de Bach dans mon livre, dans une conscience croyante, elle s'impose à nous comme, en effet, vous l'avez très très bien dit, comme une révélation. Mhm. Alors justement, vous évoquiez Quignard et en repensant donc à cette table ronde, je relisais L'homme aux trois lettres, qui réfléchit effectivement sur la notion d'imitation, d'inspiration et de romantisme. Et je suis tombé sur cette phrase de Quignard, une vie totalement dévouée à la lecture, et par là Quignard entend une vie totalement dévouée à ses influences, entraîne des conséquences redoutables. Et un des points communs de vos trois livres, Grégory Bucher, Julien Battesti et Simon Berger, ce sont les conséquences, sinon redoutables, au moins existentielles et vitales, de ce rapport à une figure admirée, à une figure inspirante. Et Grégory Bucher, par exemple, tout au long du livre, la quête de Sam Safran vire à l'obsession, mais vraiment à l'obsession quasiment pathologique. Vous décrivez bien ce qui est de l'ordre d'une emprise. À un moment, le personnage envoie, alors c'est assez vertigineux, je vais essayer de bien le résumer, mais il envoie la moitié du manuscrit sur lequel il travaille et qui est le livre qu'on est en train de lire. Il l'envoie à Sam Safran, qui figure donc en tant que personnage central, mais le personnage qui vient de l'envoyer n'arrête pas de penser à son envoi, qui finit par le parasiter sa pensée. Je pense que personne n'aura compris ce que je viens de dire, bon, mais on aura compris qu'il s'agit d'une obsession. Et la question que je me posais d'abord, c'est que, comme toute obsession, au-delà du côté un peu pathologique, c'est aussi quelque chose de comique. Votre personnage, le personnage de Grégory, qui erre avec sa chapka et son bâton en Y, on en reparlera tout à l'heure, dans les rues de Malakoff, c'est aussi un personnage comique. Est-ce qu'il y avait aussi une volonté, en retranscrivant de cette façon un petit peu bouffonne, un petit peu burlesque, l'obsession d'une grande figure, est-ce qu'il y avait aussi une volonté un peu marquée d'irrévérence? Oui, oui, parce que c'est une forme. J'en fais un personnage. Enfin, j'explique au début que pour moi, Sam Safran et cette, disons, la passion que j'ai pour son travail depuis l'adolescence, c'est aussi à travers cette quête, le personnage il cherche aussi à retrouver un état d'adolescence. C'est-à-dire, j'ai découvert son travail à Safran à une période de ma vie où ma culture n'était pas faite, mon goût était assez peu sûr, vers l'âge de 15-16 ans. Et c'est une période de l'adolescence où tout, je ne sais pas comment dire, on reçoit des œuvres d'art sans pouvoir leur prêter de généalogie. On entend de la musique sans savoir que si cette musique-là existe, c'est parce qu'il y a toute une histoire avant.
on n'est parfois pas capable de placer des villes sur une cartographie. Donc il y a un flottement où tout m'apparaissait à cette époque-là comme des îles, quoi, un peu indépendantes. Et donc une forme qui produit une forme d'enchantement, quoi. Enfin, on a l'impression que pour moi, le travail de Safran, c'est une sorte de phénomène qui s'était engendré tout seul, quoi. Et c'est seulement après, en allant aux Beaux-Arts, qu'on comprend que tout ça est le fruit d'une histoire, quoi. Et donc le personnage, dans son obsession de Sam Safran, puisque lui-même, étant devenu artiste et étant dans un moment de crise, ce qu'il cherche, il court après Safran, mais il court aussi à travers après un état Mm. d'adolescence et d'émerveillement qu'il a envie de retrouver, quoi. Et voilà, c'est un peu ce but. Et après, dans la part bon, de burlesque du livre, ça, je n'aurais pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un projet esthétique, qui traverse toutes mes œuvres, enfin qu'elles soient d'art plastique ou maintenant ce livre, de faire comme ça une sorte de grand écart entre je sais pas comment dire, des choses très prosaïques, burlesques, des formes de réflexion sur l'histoire de l'art, etc. Enfin, voilà, donc ça c'est juste ma nature qui me pousse à ça, on va Mhm. dire. Qui est une bonne nature. Mais parmi les conséquences redoutables, pour en prendre l'expression de Quignard, cette obsession dont on parlait, elle se manifeste aussi, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être aussi chez vous, Julien Battesti, elle se manifeste par une espèce de vigilance exacerbée à l'endroit des signes. Ouais. Des signes, des signaux. Il y a ce passage, on en parlait rapidement hier, il y a ce passage où le personnage regarde To Be or Not To Be, et il a l'impression qu'on s'adresse à lui. Il dit, même quand j'essaie de me divertir, je suis toujours attentif aux signes faibles. Donc est-ce que votre personnage ne serait pas aussi la proie de ce que quelqu'un a pu appeler le démon de l'analogie? Oui, en fait, dans cette, comme je disais, il cherche à retrouver cet état d'enchantement qu'il pouvait avoir à l'adolescence. Et en effet, disons, plein de choses comme ça ont pu le décevoir dans son parcours. Et en arrivant à Malakoff en résidence, il se rend bien compte que cette ville n'est pas la Russie dont il avait rêvé étant plus jeune. Safran se dérobe à lui. Enfin voilà, il y a comme ça une succession. Mais donc, en effet, il va ôter le Y de son prénom pour devenir non plus Grégory, mais Grégor, une sorte de héros russe qui se promène dans Malakoff. Ce jeu avec la chapka, le bâton, et puis il est beaucoup question de trompe-l'œil. Donc en fait, il est dans une sorte de, de volontarisme comme ça, euh, à force d'user de pastiches, d'artifices, de simulacres, de déguisements, il va essayer de tordre ou de plier le monde à sa vision, à son désir de Russie. Et c'est effectivement en captant comme ça tous ces signaux qui pourraient le conforter dans sa quête, quoi. Quitte à devoir euh, tricher un peu, loucher un peu pour tourner les choses à son avantage, quoi. Mhm. Alors justement, cette façon de ce rapport au réel, ce rapport un peu déformant, un peu distordu toujours, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez vous, Julien Battesti. J'ai noté une phrase, voilà, c'est probablement le souvenir de cette affinité avec Bartleby le scribe qui m'a poussé à chercher des informations sur sa traductrice, donc Michel Causse, hein, dont la mort m'était apparue tout aussi incompréhensible que celle du personnage de Melville, pardon, même si, dans ma folie, je n'en étais pas encore arrivé à supposer une secrète correspondance entre les deux. Et là, il y a deux questions que j'aimerais vous poser. La première, c'est d'abord cette idée de correspondance. On a parlé d'admiration, d'inspiration, sous-entendu d'influence, mais là, il me semble que plus que ces catégories, ce que cherche le personnage, c'est une espèce de clé herméneutique à travers ces figures que seraient Bartleby ou Michel Causse. Oui, c'est exactement ça. Il y a une mise en scène de procédures herméneutiques telles qu'on peut les trouver notamment dans la pensée juive, à travers l'interprétation des lettres. Et donc ça a été pour moi une façon de, de dépenser un certain nombre d'influences et de lectures que j'avais pu faire pendant des années autour de thèmes un petit peu
sacré, disons, en allant de la spiritualité la plus haute aux choses qui peuvent relever même de l'occultisme le plus bouffon, et d'en faire un ingrédient romanesque, en effet. Et de le mettre en scène dans des recherches de correspondance qui sont elles-mêmes au fond des métaphores de métaphores, parce que la correspondance essentielle, c'est la métaphore, c'est la rime, ce sont les rimes à l'intérieur de la matière. Et c'est pour ça que je cite à un moment donné Inferno de Strindberg, qui se promène comme ça dans Paris, et qui voit signes partout, qui invente des religions pour son propre compte, qui invente sa propre spiritualité dans Paris en se fondant sur sa propre expérience. Précisons d'ailleurs que Strindberg a aussi sa plaque rue d'Assas, Rue d'Assas, oui. où il a demeuré, plaque que voit le narrateur. Donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce de jeu de chaîne comme ça, de référence, d'association peut-être, d'analogie, Oui. et qui renvoie peut-être à ce qui est la conception fondamentale du personnage, et peut-être la vôtre, il écrit un moment, car de la littérature encore aujourd'hui, je n'attends pas moins que la résurrection et la vie éternelle. Donc, est-ce que tout ce mouvement que vous venez de décrire, toute cette recherche de correspondance, c'est la façon dont se traduirait concrètement, psychiquement, cette espèce de foi, de ferveur dans la littérature? Oui, c'est une façon de... Oui, en effet, c'est une façon de l'envisager, d'envisager la littérature comme une voie spirituelle. La phrase que vous venez de citer, pour moi, c'était comme une sorte d'écho à une phrase de Borges qui, à mon avis, donne sa doctrine littéraire dans une nouvelle. Je crois que c'est la première nouvelle de fiction où il dit il considérait la métaphysique comme une branche de la littérature fantastique. Et donc j'avais dans l'idée, oui, au départ, de faire un livre d'inspiration borgésienne qui mélange à la fois des éléments réels et puis qui leur donne une interprétation à la fois improbable et relativement irréfutable si on regarde les textes. Ça me fait penser à un mot de Claudel qui disait, je crois à l'abbé Munier, que la théologie est un des plus puissants des excitants. Enfin, et effectivement, ça pourrait être le cas là. Alors justement, vous avez évoqué Borges. Borges, c'était un spécialiste émérite de ce qu'on pourrait appeler l'appropriation et le détournement de grandes catégories de pensée, métaphysiques par exemple, comme la théologie. Et ça m'amène à ce qui est peut-être le point nodal de cette réflexion sur l'admiration et l'inspiration, c'est la notion d'appropriation, la façon dont on fait sien ses admirations, ses influences. Là, je repensais encore à Quignard, qui cite Goethe. C'est ainsi qu'hériter n'est en aucun cas possédé. Goethe a écrit dans Faust, page 680, vers 682, « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le en sorte de le posséder ». Et il me semble que vos trois textes, Julien Battesti, Grégory Buchert et Simon Berger, mettent aussi en scène, en tout cas en littérature, cette volonté de s'approprier quelque chose. Et il me semble aussi que c'est le cas, Simon Berger, pour Bach, mais de façon au début de façon problématique. Et il y a un ou deux passages, peut-être deux ou trois passages dans le texte où celui qui prend la parole n'est pas Bach, mais c'est vous, ou en tout cas celui qui écrit. Et je cite cette phrase, Bach, la possibilité même de Bach est un sujet d'éveil inépuisable et très très mal, Bach est la cause principale de mes insomnies.
Donc, est-ce que au point de départ de ce livre, il y a peut-être quelque chose comme une frustration ou un sentiment d'impuissance face à une influence trop monumentale pour être explorée et assimilée? Oui, 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 l'appropriation, quand on est face à quelqu'un comme Bach, en effet, peut relever d'une forme d'orgueil ou de démesure. D'ailleurs, moi, j'avais besoin dans l'économie du récit que Bach se fasse voler la partition Hmm. pour mettre un terme un petit peu au fétichisme de la trace, au fétichisme qui lie matériellement à cette filiation et finalement l'appropriation passée par l'expropriation ici, par la dépossession, la façon qu'il avait de se mettre dans les pas de ce maître qu'il allait se trouver, c'était aussi de se faire déposséder d'une forme, d'une forme d'idole matérielle qu'il s'était faite dans la partition. Et finalement, la véritable rencontre avec la musique sera le concert qui est presque, je veux dire, le concert final, enfin, qui est dans les dernières pages du roman où il entend ce qu'il avait jusqu'ici seulement lu. Et en effet, la filiation, euh, la filiation est nécessaire et euh, vitale et a cette dimension charnelle très importante, mais elle est pesante en cela qu'elle fait que celui qui en est le dépositaire contracte une dette à l'égard de ce qu'il a précédé. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ingrat au point euh, de ne pas reconnaître que l'on doit, sinon tout, du moins la plus large part de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, à ceux qui nous ont précédés et qui, en plus, nous ont précédés mieux que nous-mêmes, nous pourrons précéder ceux qui nous suivront. Et évidemment, il y a en cela quelque chose qui est extrêmement paralysant. D'ailleurs, finalement, moi j'écris sur Bach, mais qui est un musicien. Ce n'est pas un écrivain. Est-ce que j'aurais pu écrire quelque chose sur un écrivain? Je ne suis pas sûr. Est-ce que j'aurais rajouté mon texte comme un appendice à ce que lui avait fait pour moi? Je ne crois pas. De même que Grégory parle d'un peintre dans les mots. C'est-à-dire qu'il y a quand même on change de médium parce que sans doute, en tout cas je ne sais pas ce qu'il en est pour les deux autres auteurs, mais en tout cas le fait de passer à l'écrit pour parler de figures qui nous ont marqués au plus profond dans la plus grande profondeur de ce terme, passer à l'écrit pour parler de figures qui ne sont pas des figures qui ont écrit, en tout cas qui sont des figures qui sont illustrées dans des arts autres, je pense que c'est une manière un peu tangente qui à la fois est une façon de leur rendre l'hommage qu'ils méritent mille fois et en même temps de ne pas s'inscrire dans une sorte de concurrence ou de psittacisme un petit peu qui serait complètement burlesque et qui serait complètement ridicule et déplacé de la part d'admirateurs sincères. Mhm. Ce que vous venez de dire à l'instant me fait penser à deux choses. D'abord, la fameuse formule «nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants», mais aussi vous évoquiez le passage de la musique à la littérature, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus dans votre texte. On a l'impression que cette façon de se rapproprier en changeant de médium passe non seulement par l'écriture, mais aussi par la peinture. Vous décrivez Bach marchant dans la neige, vous évoquez un chasseur marchant dans la neige, un petit peu avant avec donc chasseur marchant dans la neige, on pense à Bruegel, bien sûr. Un peu avant, dans une scène avec l'aubergiste, chez qui il s'est fait voler la partition, vous évoquez le vitrail des scènes populaires de l'Évangile. Donc, est-ce qu'on pourrait, en poussant l'argument que vous venez d'évoquer jusqu'au bout, est-ce qu'on pourrait dire que une bonne appropriation, une bonne façon de digérer une influence serait de la faire passer dans une autre forme d'art, une autre forme esthétique? Oui, oui, encore une fois, on a commencé en évoquant le cloisonnement et l'impossibilité de cloisonner dans le cas d'une expérience aussi forte que la rencontre avec un génie artistique et avec une œuvre qui nous marque à vie et à vif. Euh, et je crois en effet que pour aussi porter le témoignage de cette marque, on n'est pas, on est
on n'est pas trop de plusieurs arts. On a besoin de tous les moyens qui sont à notre disposition. Et la force, en plus de l'écriture, vous voyez, je ne fais pas que reprocher des choses à la littérature, la force de Vous l'écriture, êtes absous. merci, la force de l'écriture est de pouvoir écrire, en écrivant d'inventer un vitrail, ou en écrivant de faire référence à Bruegel, c'est de pouvoir convoquer dans le texte tous les hommages possibles qui pourraient être rendus à ce qui nous a précédés et à ceux qui nous ont précédés. Finalement, dans un roman, comme dans une architecture, tous les artisanats sont mis à profit, tout doit être convoqué pour que l'édifice tienne et pour qu'il soit orné. Et je crois vraiment qu'en effet, c'est fondamental quand on conjugue en effet dans une démarche littéraire l'admiration et l'inspiration qu'on en tire, parce qu'en effet, euh, il faut que tout soit, sinon à la hauteur, sinon à la hauteur du modèle, du moins à la hauteur de l'admiration qu'on lui porte. Ça, j'en suis oui, convaincu. Alors cette architecture que vous évoquiez, ce n'est pas seulement une architecture qui serait bien construite, bien armaturée, elle peut aussi prendre la forme d'une prolifération, une forme baroque qui pourrait renvoyer par exemple au tableau de Sam Safran, une forme, ou pour employer une autre métaphore nautique, la forme d'une dérive. Et je pense à votre livre, Grégory Buchert, à la façon dont vous passez d'un modèle à un autre. Par exemple, Grégory, vous-même, le personnage de votre livre, êtes devant la boîte aux lettres de Sam Safran, et puis en jouant un petit peu sur l'écriture des mots, vous y trouvez le Grégor Samsa de Kafka. Donc on est passé de Sam Safran à Kafka. Je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, vous évoquez le Merzbau de Schwitters au départ, qui n'est pas sans évoquer là encore les architectures de Safran, et ainsi de suite. Donc moi je me demandais, est-ce que cette dérive n'est pas aussi une façon d'échapper à l'obnubilation ou à l'obsession dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que cette espèce de manège des références n'est pas aussi une façon de s'en libérer, de se les approprier? Je sais pas trop si c'est une dérive, enfin, étant donné que tout le roman est traversé par l'obsession de la lettre Y et de l'idée de la branche qui se dédouble et de la ramification. J'ai plutôt la sensation que que chaque motif en fait, il y a constamment un nouveau bourgeon qui pousse comme ça sur chaque motif, et que c'est aussi une façon pour le personnage, pas nécessairement de dériver, mais d'aller de plus en plus profondément au travers de ses motifs, à l'intérieur de lui-même, dans ces espèces d'anamnèse qu'il a, de compréhension de son propre passé. Donc c'est peut-être pas tant une dérive que... Vous voyez, le roman prend... J'ai un peu repris, donc Safran a passé une grande partie de sa vie à peindre le même escalier, un escalier en colimaçon qui est situé au 53 rue de Seine à Paris. Et cette forme du colimaçon et de la spirale, il y avait comme ça cette idée d'une trajectoire qui est constamment la même, mais qui, sans jamais repasser par le même point de l'espace, quoi, que soit descendante, soit ascendante. Et il y avait un peu ça, qui est pas tant du coup la dérive qu'une forme de ressassement ou de quelque chose d'un peu cyclique, de toujours constamment les mêmes motifs. Donc il y a le Y, effectivement la Russie, il y a la figure de Yuri Gagarin, qui sont constamment remises en jeu et qui sont comme ça ressassés, mais avec chaque fois de légers décalages, sans repasser par le même point, quoi. Donc c'est voilà, moins qu'une dérive, c'est plus une sorte de pousse constante. Je vois ça, ouais, comme une sorte de ramification qui, euh, qui entraîne le personnage comme ça dans un mouvement, quoi. Non, je parlais de dérive parce que la dérive me semble impliquer toujours une idée de perte, manque de quelque chose, et on a parlé tout à l'heure des figures contradictoires comme Oblomov, mais plus largement, certaines des figures qui sont bouturées dans votre livre sont des figures justement d'une impossible filiation. Je
pense à Kafka, bien sûr, et sa lettre au père, la distance avec le père. Je pense aussi à Pérec, W, le souvenir d'enfance. Voilà, j'ai le sentiment, sans faire de lacanisme facile, qu'il y avait une espèce de trou, de vide à combler, autour duquel tout tournait comme ça. Enfin, Ah bah oui, c'est ce que le personnage dit. Enfin, à peu près à la moitié du livre, il y a une lettre qui s'adresse directement à Sam Safran, où le personnage dit si vous lisez cette lettre, c'est que vous êtes arrivé à la moitié du livre. Et, enfin, il s'adresse comme ça à Safran, et il dit autour de ce livre qui s'enroule autour d'un vide central que vous êtes, puisque vous refusez de répondre à mes invitations artistiques, etc., ou au jeu de fiction dans lequel je vous propose d'entrer, parce que Safran se dérobe. Et donc il explique bien que son projet littéraire est comme ça comme un escalier, en train de s'enrouler autour de cette figure absente qui est Sam Safran, quoi. Mais qui du coup, par la négative, produit une forme malgré tout, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est une forme qui est en réserve, mais c'est elle qui, ouais, qui est centrale dans le roman, quoi. mais là, je crois que vous touchez à un des grands paradoxes qui réunit vos trois livres, c'est que le négatif, le néant, l'absence, finalement, est dépositaire de quelque chose comme une étincelle créatrice ou une puissance de création aussi. Bah, après, enfin, je pense justement, c'est aussi cette absence, ce refus, moi en l'occurrence de la part de Safran, de jouer le jeu, qui m'a permis de le jouer ce jeu. Enfin, on demande à un moment au personnage, enfin, est-ce que tu regrettes pas finalement voilà, que Sam n'ait pas répondu à tes appels, etc. Et finalement, le personnage se dit, ben, il vaut peut-être mieux cette indifférence qu'un excès d'enthousiasme, enfin, que j'aurais pu vivre dans une collaboration où il aurait eu peut-être plus d'emprise sur le projet. Et donc, pour que la fiction puisse advenir et que le récit décolle de sa base comme ça très autobiographique et documentaire, c'était finalement très important. Je m'en rends compte a posteriori. Ce refus de sa part de jouer le jeu avec moi m'a offert beaucoup plus de liberté que si une relation réelle s'était nouée, quoi. Parce que du coup, elle a dû se nouer à l'intérieur de la fiction, parce qu'elle n'avait pas eu lieu dans la réalité. Mhm. Alors justement, ces relations qui se nouent dans la fiction, ça m'amène à un autre point, Julien Battesti, dans votre livre, on parlait d'appropriation là, il me semble qu'il y a un petit peu le mouvement inverse dans votre livre, puisque vous évoquez à un moment les rapports de Violette Leduc et de Michel Cos. Et il y a cette phrase à ce moment-là, votre narrateur est en train de scruter la vie de Michel Cos, en même temps qu'il a l'impression lui-même d'être scruté. On a l'impression que le narrateur a beau faire, l'œuvre qu'il écrit appartient déjà à une œuvre en train de se faire, de la même façon que Michel Cos, et le même écrivain, appartenait déjà aussi à l'œuvre de Violette Leduc. Donc j'ai senti... Oui, il écrit pour se scruter même, pour devenir un personnage de son livre. C'est ce qui est, ce qui est disons la méthode d'une autobiographie fictive, c'est de se traiter soi-même comme personnage. Alors, je ne sais pas très bien ce que je peux vous dire sur Violette Leduc, que j'ai peu lu finalement, parce que je l'ai lu simplement pour prendre connaissance de ses rapports avec Michel Cos. Elle était, bon, elle était une figure, dans un premier temps, sûrement maternelle imaginaire pour Michel Cos, mais c'est une figure qui a été très vite renversée. Mm. Enfin, si ce n'est maternelle, en tout cas, elle avait une forme d'ascendant. Mm. Mais cet ascendant a été transformé dans le langage. Alors ça a donné des frottements, des frottements biographiques. Justement, c'est pourquoi je l'ai mentionné d'ailleurs, c'est que c'est une figure très intéressante pour ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est que d'un côté, elle a été une figure admirée, maternelle, comme vous disiez, pour Michel Cos. Et il se trouve que Violette Leduc a introduit Michel Cos comme personnage dans un de ses livres, et que cette introduction en tant que personnage a été ressentie par Michel Cos, au moins au début, en tout cas comme une trahison. Enfin,
Donc il y a vraiment ce sentiment que le maître, la figure admirée, peut être aussi celui qui trahit, celui qui perd. Oui, 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 sûrement. Mais disons que j'essaie d'improviser ce que je pourrais dire, mais je n'y arrive pas toujours. Donc c'est pour ça que je suis moi-même une, une figure du balbutiement. Et donc j'ai écrit mon livre autour de ça, autour de Moïse aussi, qui est un circoncis des lèvres, comme on dit dans la Bible, et qui pour cette raison est en charge de la rédaction de la loi. De la loi, mais aussi de la loi orale, qui est la loi, disons, plus cachée, plus souterraine. Et d'une certaine manière, ce sont quelques-unes de ces lois souterraines que cherche mon narrateur. Des lois souterraines qui organisent l'expérience et qu'il faut à la fois trouver et créer. Et des lois souterraines, alors malheureusement ce sera la conclusion, puisqu'après je laisserai un tout petit peu de temps aux éditeurs, mais des lois souterraines qui se dirigent vers une sortie, car finalement, quel que soit le poids des figures qu'on admire, le poids des figures qui ont infusé dans un parcours comme celui de votre narrateur, Julien Battesti, le livre se finit sur l'évocation de Lazare, sur l'évocation d'une renaissance, d'une remontée. Donc, Oui, oui, exactement. C'est une figure de résurrection, Lazare. Résurrection temporaire d'ailleurs, qui n'est pas la même, du même ordre que la résurrection du Christ, mais qui est une résurrection pour un supplément de vie, une vie agrandie. la résurrection pour un supplément de vie, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on pourrait appliquer à vos 3 livres. Je pense en particulier à la façon dont Bach, sur la fin, se dit, au moment où il apprend la mort de Buxtehude, se dit Buxtehude m'a appris que la musique n'était rien, je n'ai envie de rien faire, mais ce presque rien qu'est la musique, je vais peut-être écrire quelque chose. Donc à partir de rien, repartir, et un petit peu comme chez vous, Grégory Buchert, au moment de la lecture à Malakoff, cette lecture qui finit par une espèce d'hémorragie du public, qui était déjà assez réduit au départ, qui finit par un rien, par le départ du lecteur, est aussi une façon peut-être de recommencer quelque chose ou de commencer. Voilà, il y aura encore énormément à dire sur vos 3 livres, mais peut-être y a-t-il aussi des questions de la part des gens qui nous écoutent. Pas très très bien. Voilà. Ah là c'est mieux, ouais. C'est mieux comme ça? Ah parfait, ouais. D'accord. Alors, les questions qui sont arrivées ont pratiquement toutes trouvé leur réponse parce qu'elles portaient essentiellement sur la genèse de vos romans et sur les motivations de vos choix d'inspirateurs, si je puis dire. Il y en a une qui s'adresse à tous les 3, qui n'a pas été évoquée, je crois. Vos romans ont nécessité manifestement un grand travail de recherche, un travail de recherche considérable. Ça vous a pris combien de temps? Alors, le temps. Bien, commençons par vous, Simon Oui. Berger, par exemple. Bar étant le plus reculé dans le temps. Oui, exactement. Moi, j'ai pris le parti, au contraire, de faire le minimum de recherche et d'essayer à tout prix d'éloigner de moi la perspective d'un roman d'érudition ou d'une restitution de l'exactitude historique. Comment dire, si on se lance dans cette démarche historienne, on n'en a jamais fini et tout ce qu'on dira pourra tomber sous le coup d'un verdict d'inexactitude et de fausseté, voire de falsification. J'ai préféré au contraire faire le roman vraiment d'un idiot, mais au sens presque le plus métaphysique du terme, c'est-à-dire vraiment de quelqu'un qui est frappé d'idiotie par son admiration, et finalement, avec le peu d'éléments qu'on avait, de dire des choses. Et en fait, j'ai semé dans le livre quelques inexactitudes volontaires, quelques faussetés au pluriel volontaires, comme pour
comme pour déjà déminer tout travail d'exactitude et de recherche de l'exactitude historienne, parce que vraiment, je tenais à ce que à ce que le livre ne soit pas dans une référence constante à une réalité, à la réalité d'un passé, mais essaie plutôt de retrouver quelque chose comme une vérité, comme une quintessence d'un fait qui, de toute façon, comme il est passé, euh, doit être évoqué dans ce trou, dans cette béance dont on parlait. Et en fait, ce qui d'ailleurs, je trouve, est frappant dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la création, elle prend place dans le jeu, mais le jeu presque au sens mécanique, c'est-à-dire quand ça joue entre des pièces, c'est là que la création intervient. C'est là qu'on vient combler, même avec des pièces de fortune, même avec des choses qui seraient des aberrations pour la science historique, pour un certain positivisme. C'est là que la création vient combler le trou, le combler en fait en l'épaississant, mais dans cette malice du jeu, c'était très palpable, notamment avec l'histoire de Malakoff. Euh, la place de la création, je crois que c'est vraiment notre point commun à tous les trois, c'est qu'elle a pris place dans ce jeu et avec toute la malice aussi de ce jeu. Oui, c'est Blaise Cendrars qui faisait remarquer que la documentation finalement étouffait et que lui allait vers la vie. Donc là aussi, on retrouve cette idée de jeu, cette idée de documentation, Grégory Buchert, où j'imagine qu'en revanche, par exemple, sur Malakoff, sur cette fameuse tour de Malakoff, il y a des photos, il y a quand même un travail de documentation. Enfin, Oui, pour répondre très concrètement à la question, c'était 3 4 ans de travail, quoi, d'écriture. Euh, Après, ce qui est très important pour moi, c'est que c'est un roman d'apprentissage, mais vraiment au sens, le personnage est constamment en situation d'apprentissage, et c'est du coup ce dont je parle dans le roman, les références qui peuvent être citées, c'est pas un savoir qui préexistait à ce projet, c'est pas un savoir que j'avais. euh, Ne serait-ce que l'histoire de la ville de Malakoff, qui est une histoire assez incroyable. Je n'ai pas décidé d'écrire le roman parce que je connaissais l'histoire de cette ville. J'ai écrit le roman, je me suis mis en route, je me suis mis en mouvement, et toute la narration est basée autour de cette mise en mouvement du personnage qui est constamment en situation d'apprendre des choses, quoi, de récolter des signes et d'aller voir plus loin. Et il y a une des grandes références pour moi de ce livre qui est l'œuvre d'Enrique Villamatas. Et Enrique Villamatas, c'est un auteur qui travaille beaucoup à partir de la citation, etc. Mais ça m'agace parfois. Enfin, il a une façon de faire comme si il avait un peu la science infuse et que il peut citer au détour comme ça d'un repas ou une lumière qui se pose sur un mur lui rappelle tel poème. Et puis, enfin, j'avais pas envie de ça parce qu'il y a aussi toute une part assez sociologique au départ, enfin, dans l'histoire du personnage et qui montre comment la culture est une chose, enfin, où de ce devenir d'artiste est une chose qu'il a gagné. Et donc tout ce qui est cité dans le roman, l'apprentissage du personnage est constamment mis en scène. C'est-à-dire que euh, il y a notamment un passage où il explique, il dit, bah, ça me rappelle un livre de Paul Nizon, qui est un écrivain suisse, ça me rappelle un livre de Paul Nizon, mais là je ne peux pas citer le passage, et 2 chapitres plus loin, on le voit aller dans une librairie, acheter le livre, l'ouvrir pour pouvoir citer ce dont il avait envie de parler. Donc c'est tout ce que le lecteur apprend en lisant le livre, le narrateur l'apprend exactement en même temps. Et ça, c'était quelque chose qui était presque éthique, quoi, pour moi, de procéder comme ça et de ouais, voilà. Non, mais je crois que j'ai à peu près répondu oui, vous à avez la bien fait le question. tour. Juste sur ce Nison, le personnage à qui le narrateur en parle le confond d'abord avec Nisan. Oui, en Et c'est plus, vrai oui, que oui. pour le lecteur lambda, comme moi aussi, je me suis dit, tiens, Nison, Nisan. Et enfin, donc, Julien Battesti, sur cette question de la documentation, vous, votre livre met justement en scène ce que vient de décrire Grégory Buchert, un apprentissage, puisque le narrateur découvre l'œuvre de Michel Causse, il découvre la langue si particulière de Michel Causse. Comment c'est fait pour vous, cet apprentissage? Mais je me suis beaucoup documenté, mais dans un premier temps, peut-être pour me rassurer, pour me donner beaucoup de matière et pour me convaincre moi-même que j'allais pouvoir travailler, mais je me suis documenté pour mieux pouvoir à la fin bazarder toute la documentation, parce que Hmm.
j'ai lu un certain nombre de livres qui ne m'ont pas servi, et puis je m'en suis procuré aussi un certain nombre que je n'ai même pas lus et que j'ai laissé tomber une fois que j'avais trouvé le chemin pour commencer d'écrire mon livre, parce que évidemment, je suis d'accord avec ce qu'a dit Simon Berger sur non seulement le risque d'épaississement, mais même de remplacement de l'expérience par le savoir. Et donc le savoir s'il est là, il peut-être qu'un moment à dépasser. Moi, je me sens très, très proustien sur la question de l'intelligence, donc chaque jour, j'y attache moins de prix. Ok, bah écoutez, c'est une belle idée de finir sur Proust, qui est peut-être un des grands auteurs de l'admiration, celui qu'on admire et qui a énormément admiré. Voilà, donc nous aurions encore peut-être pu creuser bien d'autres voies, mais on s'arrêtera là. Et je remercie donc Grégory Bucher, Simon Berger Merci et à vous. Julien Battesti, et vous remercie à vous également. Merci.